Bonjour, bienvenue pour ce nouveau carnet de notes, c'est le mois d'octobre. Alors tout d'abord, toutes nos excuses, avec Joël on vous avait promis une présentation et un débriefing du tournoi d'Anvers. Malheureusement on n'a pas eu le temps d'organiser ces rencontres et ces deux vidéos. Heureusement, bon, il ne s'est pas passé énormément de choses durant ce tournoi d'Anvers, cette première édition du tournoi d'Anvers. Je vous en parlerai un petit peu dans ce carnet de notes. Carnet de notes donc du mois d'octobre, cette fois-ci un mois d'octobre où il ne s'est pas passé grand-chose en gros pendant 3 semaines, déjà les 3 premières semaines. Heureusement, la toute dernière semaine de ce mois d'octobre, il s'est passé énormément de choses puisque 7 joueurs belges ont réussi à atteindre la finale des différents tournois auxquels ils participaient. C'est un record, hein. Une même semaine, il n'y avait jamais eu 7 joueurs belges qui avaient atteint une finale. Ensemble, ces 7 joueurs, il y en a 4 qui ont réussi à remporter leur tournoi. Là, c'est également un record sur une semaine, mais un record égalé seulement, puisque c'était déjà arrivé une fois. Alors, ces 4 titres remportés, ajoutés aux 2 qui avaient déjà été remportés plus tôt dans le mois, ça fait quand même 6 titres, et donc c'est un très 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 bon mois que je vous propose d'analyser tout de suite. David Goffin a été l'un des rares à mieux jouer, beaucoup mieux jouer même, en début de mois que sur la fin. Sa tournée en Asie, qui avait mal débuté en septembre par une défaite d'entrée au tournoi de Shenzhen, s'est très très bien terminé puisqu'il a atteint la finale de l'ATP 500 de Tokyo, en battant Marin Cilic notamment pour la 3e fois cette saison, et en ne perdant que 7-5 au dernier set contre Kyrgios, donc en finale. Puis il a encore atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai. Là, c'était une défaite contre Andy Murray après avoir battu Del Potro et Monfils. Donc, vraiment 2 très très bons parcours qui le relançaient dans la course pour le Masters. Hein. On a vraiment cru qu'il pourrait atteindre les ATP Finals de Londres. Malheureusement, de retour en Europe, il a un petit peu eu du mal à gérer la fatigue. Il s'est incliné en demi-finale à Anvers contre Schwartzmann alors qu'il avait eu 2 balles de match. Là, c'est dommage, c'est sans doute là qu'il a perdu ses dernières chances d'aller au Masters, puisque par la suite il a encore été battu au 2e tour à Bâle. C'était face à Del Potro, donc il a pris sa revanche de Shanghai. On sait maintenant, à l'heure qu'il est, que le tournoi de Paris ne lui a pas souri, et de toute façon il aurait été obligé d'aller en finale pour pouvoir se qualifier pour le Masters. C'était quand même une tâche fort ardue, mais il n'a pas grand chose à regretter. Il a joué sa chance à fond, il a fait une super fin de saison très très longue. La fatigue a forcément été au rendez-vous à la fin, mais voilà, sur l'ensemble de la saison, il y a quelques déceptions bien sûr, mais quelques bonnes déceptions j'aurais tendance à dire, puisque ce sont des grands matchs qu'il n'a pas réussi à conclure, mais au moins il les a joués. Ça veut dire qu'il a vraiment été loin dans pas mal de tournois très importants. Je reviendrai en détail de toute façon en fin d'année pour vous sur mon top 10. Je ne sais pas encore si je vais le faire en vidéo ou si je vais les faire comme chaque année sur le site en article. Maxime Automne adore l'automne, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, enfin si un petit peu quand même. Il le prouve chaque année en fin de saison en réussissant chaque fois de très bonnes performances. D'ailleurs, son palmarès riche de 20 titres en futur, il y en a eu 12 quand même remportés entre septembre et décembre. Ça s'explique sans doute par le fait qu'il est quand même très souvent blessé en cours d'année et qu'il retrouve très souvent sur la fin de saison la capacité, 100% de ses capacités. À une époque peut-être où les autres commencent un petit peu à ressentir la fatigue, lui est toujours à 100% à cette période-ci de l'année. Ce mois-ci, cette année-ci, ça a encore été la même chose puisqu'il est sorti des qualifications au Challenger de Mons et il a ensuite remporté les futurs de Rodez, 25 000 $ en simple et en double, puis encore un autre futur à Loughborough, là c'était à 10 000 $. L'ensemble de ces victoires lui permet en tout cas lundi prochain de réintégrer le top 300 qu'il avait quitté en début de saison, donc vraiment une super fin de saison encore une fois pour Maxime. Généralement, quand un joueur obtient son premier point, son premier classement, que ce soit à l'ATP ou à la WTA, je le classe dans les très bien, pas en excellent, même si c'est vraiment à chaque fois une belle performance, mais peut-être pas du niveau des performances que je viens de citer par exemple pour David et Maxime. Mais je fais une petite entorse à la règle parce que la performance tout au long du mois de Zizou Bergs a vraiment été vraiment énorme, on peut le dire. Zizou, il a obtenu une invitation pour disputer les qualifications du Challenger de Mons. Il a franchi un tour dans ses qualifications contre un joueur non classé, mais quand même un bon joueur qui a été déjà classé. Il a ensuite reçu également une invitation pour jouer son premier tournoi ATP, encore en qualification. Il a perdu
au premier tour de ses qualifications, mais il a vraiment fait une super performance puisqu'il n'a été battu que 7-5 au dernier set par Pierre Hugues, qui est un des meilleurs joueurs de double, mais quand même encore 86e en simple également, donc vraiment poussé dans ses derniers retranchements un top 100 quand vous n'êtes pas classé à l'ATP, c'est vraiment une performance assez rare. Et en fin de mois, Zizou a boosté par ses performances, a été disputé un tournoi, le même tournoi que Maxime Otom à Loughborough. Il est sorti des qualifications et a franchi le premier tour dans le tableau final, ce qui lui permet donc d'obtenir son premier classement ATP, le tout premier de sa carrière. Au deuxième tour, il accroche encore en 3-7 la première tête de série qui est un top 300, donc vraiment il prouve là que son match contre Herbert c'était pas du tout un accident. Et bon, on connaissait en junior le potentiel de Zizou. Je suis sûr qu'on le reverra au plus haut niveau en junior l'année prochaine. Mais ce mois-ci est vraiment un mois clé dans sa carrière parce qu'il donne vraiment le sentiment de ce qu'on va pouvoir voir. Peut-être pas encore en 2017, mais vraiment Zizou est un des grands potentiels pour la fin de la décennie et la décennie qui suit. Il y a une autre nouvelle venue dans le classement belge international. Mais c'est pas vraiment une entrée dans le classement puisqu'il s'agit de Marina Zanevska qui est dans le classement depuis déjà 2009, elle est classée à la WTA depuis 2009, mais si elle fait son entrée dans le classement belge, c'est tout simplement parce qu'elle vient d'obtenir la nationalité belge. Elle l'a obtenue donc déjà au mois de septembre, en plein milieu du tournoi de Saint-Malo, qu'elle a remporté, donc c'était un 50 000 $. Cette victoire par contre, compte sur les tablettes de la WTA encore pour l'Ukraine, puisque la WTA et l'ITF n'ont officialisé le changement de nationalité de Marina que ici en tout début de mois. Elle a poursuivi sur sa lancée, puisqu'elle a encore atteint les 25 000 $, la finale de 25 000 $ des Cœurs-de-Ville, puis a remporté un nouveau 50 000 $ à jouer les tours. Et bon, un petit peu fatiguée, elle a été contrainte à l'abandon au deuxième tour du 100 000 $ de Poitiers. Mais donc, c'est vraiment une belle série de victoires qui prouve que vraiment Marina, qui habite en Belgique depuis 2008, hein, c'est pas nouveau, ça demande de naturalisation, elle l'a faite il y a bien longtemps. Elle est vraiment intégrée en Belgique depuis longtemps et elle avait envie de devenir belge depuis longtemps et ça se voit. Elle a réussi de super performances depuis qu'elle a obtenu sa naturalisation et c'est probablement pas un hasard. Elle a trouvé une constance ici et ben, ça lui permet également de faire un beau retour au premier plan puisqu'elle avait chuté un petit peu à la 194e place mondiale. Elle revient tout près de son meilleur classement et je pense pas qu'elle rejouera encore en 2016 mais on a vraiment hâte de revoir ce qu'elle va être capable de faire en 2017 et c'est un atout aussi de poids pour la Fed Cup puisque elle se situe plus ou moins à égalité au classement avec Alison Van Uytvanck et Lise Mertens, donc avec seulement Jelena Wickmayer et Kirsten Flipkens devant elle. Donc vraiment ça peut être une nouvelle recrue très importante pour Dominique Monami en Fed Cup. La dernière note maximale du mois revient à Elin Boykens qui a réalisé un très bon mois en Sardaigne, dans la localité de Santa Margherita di Pula exactement. Tout d'abord pour 25 000 $. Le premier, elle a atteint la demi-finale, c'est la première fois qu'elle atteint une demi-finale à ce niveau-là. En plus, elle a battu une top 200 sur son parcours. Malheureusement, la deuxième semaine, elle s'est fait surprendre au premier tour, mais elle s'est reprise en fin de mois en allant atteindre une finale, cette fois-ci pour un tournoi de 10 000 $, toujours dans la même cité. Moi, c'était sa première défaite en finale, hein, puisque Elin avait remporté les 5 premières finales qu'elle avait disputées jusqu'ici dans sa carrière. Mais ce petit bémol n'est pas trop grave, puisque bon, ça lui permet quand même de réaliser une très très belle fin de saison et de remonter un petit peu au classement, parce qu'elle avait chuté ces derniers mois, cet été, qui avait été un petit peu moins bon. Comme l'an dernier, Steve Darcy a perdu au premier tour du tournoi de Mons. Il a participé ainsi au fiasco général de la délégation belge, puisque personne n'a franchi le premier tour dans le tableau final. C'était déjà le cas en 2015 d'ailleurs, donc vraiment c'est la poisse pour les organisateurs surtout. Il y a eu quand même quelques satisfactions en qualification, je vous l'ai dit notamment avec Maxime Otom et Zizou Berks, mais dans l'ensemble vraiment ça s'est pas trop bien passé pour les Belges à Mons. Pour Steve, il s'est rattrapé ensuite puisqu'il a atteint le deuxième tour à Anvers. Et
Par la suite, il a encore atteint la finale du Challenger de Budapest. Chaque fois, il a été battu par le même joueur, le Roumain Copil. Mais ce sont vraiment deux très bons résultats qui lui permettent de vraiment se rapprocher très très près du top 100. Peut-être que durant le mois de novembre, il a encore deux challengers à jouer. Il est tout à fait possible qu'il parvienne à retrouver le top 100 à ce moment-là. Mais de toute façon, même s'il reste un tout petit peu en dehors, il est en position idéale pour attaquer 2017 et notamment pour participer au tableau final de l'Open d'Australie. Le mois de septembre d'Arthur de Greef avait été un tantinet moins bon, mais il s'est bien repris ici en octobre. Pas la première semaine puisqu'il a encore perdu au premier tour au Challenger de Mohamedia, mais dès la semaine suivante, il a atteint une nouvelle demi-finale en Challenger à Casablanca. À la fin du mois, il est parti débuter une longue série de tournois en Amérique du Sud. La première étape à Lima, il a franchi le premier tour, mais il n'a été battu que par l'ancien top 30 Leonardo Mayer. Joris de Loor a lui terminé sa série de tournois Challenger aux États-Unis, d'abord par un deuxième tour à Stockton en battant la première tête de série au premier tour, et puis par une demi-finale à Fairfield en battant de nouveau deux joueurs du top 150, donc vraiment de très belles performances, d'autant que c'était la cinquième demi-finale en Challenger de Joris, et la première dans un tournoi aussi richement doté. Il est ensuite revenu en Europe pour disputer le tournoi d'Anvers, il a été battu au premier tour, mais il a tout de même pris un set au grand espoir américain Taylor Fritz. Battu d'entrée à Mons, Ruben Bemelmans a rejoint Joris aux États-Unis pour le tournoi de Fairfield où il a franchi un tour en battant la quatrième tête de série mais il a ensuite été battu au deuxième tour. Par la suite, il a poursuivi sa route en Californie pour 25 000 $. La première semaine à Berkeley, il a atteint la demi-finale avant de s'imposer à celui de Burlingame la deuxième semaine. Yannick Reuter a également été battu au premier tour à Mons, mais dans un match très serré tout de même face au jeune prodige russe Rublev. Il a encore perdu au premier tour la semaine suivante à Mohamedia, mais en fin de mois, il a réalisé une très très belle performance en atteignant la finale du Challenger de Brest, l'un des plus relevés de la saison. Et d'ailleurs en demi-finale, il a pris la mesure de Jérémy Chardy, ex-top 30 et encore 73e mondial. C'est la plus belle perf de la carrière de Yannick à ce jour. Germain Gigon s'est illustré en futur pour un 25 000 $ à Porto, où il a atteint les demi-finales. De retour en Belgique, il a disputé les qualifications du tournoi d'Anvers, mais a été battu au premier tour. En fin de mois, il a pris la route de la Crète pour le tournoi d'Héraklion, à 10 000 $ cette fois-ci, et il y a remporté le 13e titre de sa carrière. Chris Heyman a été un des rares à remporter un match au Challenger de Mons en qualification. Malheureusement, il n'a pas été plus loin. Lors des deux 10 000 $ de Oberhaching et Ismaning, il a été battu d'entrée alors qu'il était tête de série numéro 1. Normalement, il aurait vraiment dû avoir une cote très faible ce mois-ci. Mais heureusement, il a pris la bonne décision de s'inscrire en dernière minute à Bad Salzufürst. Il m'a également donné beaucoup de mal pour retenir les noms des tournois auxquels il a participé ce mois-ci. Cette participation de dernière minute l'a forcé à passer par les qualifications, dont il est sorti victorieux, et il a été jusqu'au bout du tournoi, dans la douleur, puisque les 7 matchs qu'il a remportés en tout avec les qualifications, il y en a eu 5 en 3-7 quand même. Mais c'est son 8e titre, le 7e sur les 12 derniers mois. Donc vraiment, c'est une des belles surprises de ces 12 derniers mois, c'est la progression de Chris Heyman. Julien Dubail est monté en puissance petit à petit au fur et à mesure du mois. Il a commencé par un deuxième tour aux 25 000 $ de Nevers, puis il a atteint les quarts de finale aux 10 000 $ de Saint-Dizier, avant d'atteindre les demi-finales à la fois tout d'abord à Rodez, et puis ensuite à Antalya. Rodez c'était un 25 000 $. Antalya à 10 000, mais c'est quand même dans l'ensemble un mois très très complet de la part de Julien. Jonas Merckx a préféré s'exporter à Taïwan, dans la ville de Kaohsiung pour être exact, pour 3 tournois. Alors ça lui a pas trop bien réussi au début puisqu'il a été battu d'abord au deuxième tour, puis au premier tour sur abandon la deuxième semaine, mais il s'est vraiment bien rattrapé la troisième semaine puisqu'il a atteint la finale, et c'était la deuxième finale de sa carrière et de sa saison tout simplement. En double, il a également atteint une finale et 2 demi-finales, donc c'est plutôt un bon mois aussi de ce côté-là. Après un super mois de septembre en Amérique du Nord, Alison Van Uylenvank est revenue en Europe où ça s'est un tout petit peu moins bien passé. À Luxembourg, pour le tournoi WTA, elle a été battue au premier tour des qualifications, mais elle s'est bien reprise tout de même pour le 100 000 $ de Poitiers, un 100 000 $ très relevé, où elle a atteint la demi-finale. Elise Mertens a disputé les qualifications des tournois WTA de Linz où elle a été battue au deuxième tour et de Luxembourg où elle a été surprise d'entrée. Ça s'est mieux passé sur le circuit ITF ensuite puisqu'elle a pris part au 50 000 $
de Tampico, où elle a atteint la demi-finale en simple et où elle a remporté le titre en double. Anne-Sophie Mestak va un petit peu mieux, aux 25 000 $. Elle ne s'est arrêtée qu'en quart de finale et en 3-7 face à la première tête de série, avant d'atteindre la finale également en double. Elle a ensuite été aux 100 000 $ de Sharm el-Sheikh, où elle a franchi un tour dans le tableau final, puis à celui de Poitiers, où elle est sortie des qualifications. Aux 25 000 $ de Santa Margherita di Pula, Deborah Kiers est sortie des qualifications la première semaine, mais a été battue d'entrée dans le tableau final. Elle est revenue dans la ville, la station balnéaire Sardes, pour disputer 10 000 $ en fin de mois. Elle a atteint une très belle demi-finale la première semaine, mais a été battue au deuxième tour ensuite. Michaela Boev a disputé les quarts de finale à Sozopol. C'est pas anodin puisque c'est son premier quart de finale depuis 3 ans tout de même. Et elle s'est ensuite rendue à Héraklion, où elle a franchi un tour et n'a été défaite que par la première tête de série. Après son élimination au premier tour des qualifications à Mons, Romain Barbosa a décidé d'ajouter le tournoi d'Antalya à son programme. Un petit peu trop tard, donc il a été contraint de passer par les qualifications, mais il s'en est sorti sans problème avant de franchir un tour dans le tableau final. Aux 25 000 $ de Rodez en fin de mois, il a également été battu au premier tour, cette fois-ci du tableau final, mais a tout de même remporté le double avec Maxime Othon. Joran Wigen a été battu d'entrée lors des qualifications de Mons en simple, et également au premier tour du tableau final en double. Par contre, au Challenger de Brest, il a atteint les demi-finales du double, ce qui est un bien meilleur résultat tout de même. Sander Gillet, son partenaire habituel, a connu exactement le même parcours, donc forcément en double, côte à côte, mais également à Mons, il a perdu au premier tour des qualifications. À Brest, il a également disputé les qualifications, là il a été repêché pour le tableau final et a perdu au premier tour. Après 2 mois et demi d'absence pour cause de blessure, Julien Canina a pu reprendre le chemin des cours. Il a disputé le tournoi de futur de Damamet, où il a franchi un tour dans le tableau final et n'a été battu que dans un match très serré par la 3e tête de série, donc plutôt un retour encourageant. Yannick Vandenbulk a passé un tour dans les qualifs de Mons, puis a été battu au premier tour du 10 000 $ de Saint-Dizier, au deuxième du 25 000 $ de Rodez, puis en quart de finale au 10 000 $ d'Antalya. Lors de ces 4 tournois, il a chaque fois été battu par une tête de série, donc un joueur mieux classé que lui, donc il n'a vraiment pas à avoir de regrets, ce sont de très bons résultats. Jeroen van Est a pris part aux qualifications de Mons, il a été battu au premier tour, mais il a pris un set tout de même à une tête de série. Jolan Caillo n'a également disputé qu'un seul tournoi, c'était à Houston, puisque Jolan poursuit des études universitaires au Texas. Il est sorti des qualifications du futur et il a été battu malheureusement contre un autre qualifié au premier tour du tableau final. Maxime Powells a disputé 10 000 $ à Bol. Il est sorti des qualifications la première semaine et a échoué à un match du tableau final la deuxième. Janina Wickmayer a conclu sa saison, en tout cas certainement sur le circuit WTA, par les tournois de Pékin et de Luxembourg. Alors en Chine, elle a franchi le premier tour en battant la championne olympique et même en écrasant la championne olympique Monica Puig, avant de céder assez facilement également contre Simona Halep. Au Grand-Duché, là, elle a perdu au premier tour contre Schmiedlova. 2 épreuves WTA étaient également au programme de Kirsten Flipkens, à Linz et à Luxembourg. Elle a également perdu, respectivement au deuxième tour contre Pavlyuchenkova et au premier contre Niculescu. Marie Benoît a été battue 2 fois au premier tour des 25 000 $ de Santa Margherita di Pula. Alors la première semaine c'était face à la 4e tête de série, et la deuxième elle était tout de même sortie des qualifications. Par la suite, elle a encore franchi un tour dans le 50 000 $ de Jouer les Tours, où elle a été battue par Marina Zanevska. Et elle a également été battue au deuxième tour, ça c'est un petit peu plus faible, aux 10 000 $ de Loughborough. La longue série de tournois en Sardaigne de Kimberly Zimmerman a été assez peu fructueuse. Elle s'est conclue par 2 défaites assez tôt lors des 2 25 000 $, une au premier tour du tableau final et l'autre au deuxième tour des qualifications. Elle s'est tout de même bien reprise en fin du mois, en atteignant les demi-finales à Loughborough. Claire Chely-Buns a connu une saison un petit peu en dents de scie, mais elle a été assez régulière ce mois-ci puisqu'elle a atteint 2 quarts de finale à East Manning et à Loughborough. Alors la première semaine, elle aurait peut-être pu faire un petit peu mieux, mais en Grande-Bretagne, là par contre, elle a été battue seulement par la 2e tête de série. Magali Kempen n'a disputé qu'un seul tournoi, c'était un 10 000 $ à Bol, et là aussi, elle n'a été battue en quart de finale que par la 2e tête de série, et après une lutte vraiment acharnée. Elisa van Langendonk, au contraire, a disputé 3 tournois à Bol. Elle a atteint le 2e tour les 2 premières semaines et a été battue d'entrée
la troisième, mais à chaque fois c'était face à des têtes de série, donc elle n'a pas réussi de grosses performances ce mois-ci, mais elle n'a pas non plus connu la moindre contre-performance, donc c'est un mois plutôt correct. Catherine Chantraine n'a disputé qu'un seul tournoi, c'était à Hammamet. Elle s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant tout de même la 6e tête de série. Engagée à Antalya, Morgan Mikkels a franchi le premier tour et elle n'a été battue au deuxième tour qu'en 3-7 vraiment très serré face à la favorite du tournoi. Kimurko Pöyens ne retrouve toujours pas son meilleur niveau. Il a été battu d'entrée au Challenger de Mons et a été contraint à passer par les qualifications à Anvers où il a chuté au deuxième tour. Yannick Mertens a disputé lui 2 gros challengers, à Tashkent tout d'abord où il a franchi un tour contre un joueur local et a été battu au deuxième tour par le 102e mondial, et à Brest ensuite où il a été contraint à l'abandon d'entrée. En 30 000 $ à Hammamet, Omar Salman n'a jamais réussi à dépasser les quarts de finale. Il y est parvenu la première semaine avant d'être battu au premier tour de la deuxième semaine et au deuxième tour la troisième semaine. Il était tête de série les 3 fois, donc vraiment il aurait pu faire mieux, ce sont 3 contre-performances. Michael Geerts a rejoint Ruben Bemmelmans en Californie pour les 25 000 $. Il a tout de même atteint la quart de finale la première semaine à Berkeley, mais il a été battu d'entrée à Birmingham la seconde semaine. Engagé dans 2 autres 25 000 $ aux États-Unis, Benjamin Doe s'y est fait battre au deuxième tour à Houston et d'entrée à Harlingen. Dennis Bogaerts a également été battu en qualification des 3 tournois auxquels il a participé. C'était au deuxième tour à Bol et à Heraklion, et au premier tour lors d'une autre semaine en Croatie. Battu au dernier tour des qualifications du 10 000 $ d'Ismaning, Victoria Smirnova a réussi à rejoindre le tableau final à Loughborough, mais elle n'a rien pu faire contre la tête de série numéro 7. Steffi Distelmans a été battue au dernier tour des qualifs lors d'une première semaine à Bol. La semaine suivante, elle a obtenu directement son ticket pour le tableau final, mais elle a été battue par la 5e tête de série. Le 10 000 $ de Sharm el-Sheikh était la seule épreuve inscrite au programme de Vicky Geurings. Elle y a malheureusement été battue par la 7e favorite dès le premier tour. La fin de saison de Clément Gaines est vraiment à oublier, après un mois de septembre déjà un petit peu difficile. Il a encore perdu au premier tour des Challengers de Mons et de Casablanca. Il est ensuite parti pour disputer 2 futurs à Hammamet de 10 000 $ et il a été battu d'abord au deuxième tour puis au premier tour par des joueurs vraiment à sa portée. Il doit maintenant subir une petite opération, il ne reviendra donc plus avant 2017. C'est un petit peu dommage de terminer sur une note un petit peu triste, une saison qui pourtant a été jusque-là vraiment magnifique. C'est vraiment un des joueurs de l'année, Clément. Après une défaite au premier tour des qualifications du 25 000 $ de Porto, Victor Poncelet est parti disputer une série de tournois au Vietnam. Lors de la première semaine, qui correspondait à la dernière semaine d'octobre, il a été battu au premier tour, c'était donc à Tudanmot City. Gretchen Minen a été battue dès le premier tour des qualifications des 2 tournois qu'elle a disputés, que ce soit au WTA de Luxembourg ou au 100 000 $ de Poitiers. Ce sont apparemment des tournois encore un tout petit peu trop relevés pour elle, mais elle emmagasine l'expérience et on la reverra certainement dans de meilleures dispositions en 2017 elle aussi. Après le super BT d'Hélène Skolsen, elle est un petit peu attendue au tournant et elle se doit quand même, maintenant elle a un certain standing, elle est top 500, elle se doit de franchir 2 ou 3 tours à chaque fois qu'elle dispute un 10 000 $. Donc en ce sens, sa défaite dans les qualifications au deuxième tour dans le 25 000 $ d'Écueurdreville n'est pas trop grave, mais sa défaite d'entrée au tournoi 10 000 $ de Loughborough par une joueuse, une invitée non classée, est tout de même un petit peu plus inquiétante. Engagée en qualification tant à Ismaning qu'à Loughborough, Anastasia Smirnova n'a réussi à remporter qu'un seul match et donc a subi 2 défaites. Elle avait pourtant les moyens d'atteindre le tableau final de ces 2 épreuves. Les Belges se sont montrés assez discrets dans l'ensemble ce mois d'octobre dans les tournois de jeunes, mais nombre d'entre eux ont tout de même participé au grade 4 d'Almer aux Pays-Bas. 2 parmi eux, Gauthier Monclin et Thibaut Colson, y ont d'ailleurs réalisé une très bonne performance puisqu'ils ont atteint les demi-finales. La même semaine, Charles Sikas lui atteignait les quarts de finale dans le grade 4 de Rabat au Maroc, donc sur terre battue. La semaine d'après par contre, Theo van de Weeg arrivait à imiter Onklin et Colson pour disputer les demi-finales. Lui c'était les premières de sa carrière. C'est également dans un grade 4 en Finlande à Vierumäki. Dans les catégories inférieures, là le circuit est vraiment au ralenti, mais Valentina Kreptova a tout de même réussi à atteindre un quart de finale. C'était à Telde dans un tournoi moins 14 de catégorie 3, donc aux Canaries.
Voilà, ceci conclut le carnet de notes du mois d'octobre. Il n'y aura pas de carnet de notes en novembre parce que l'actualité se ralentit vraiment très sérieusement durant les 2 prochains mois. Je n'aurai donc pas assez de matière pour faire un carnet début décembre, mais avec la matière de novembre et de décembre, j'aurai de quoi faire un carnet, peut-être dans les tout derniers jours de décembre ou alors tout début janvier. Et on planche également sur une nouvelle formule pour ce carnet pour 2017, donc vous aurez un petit peu plus de nouveau à faire à nous l'année prochaine, mais ici les 2 derniers mois de l'année, ça va un petit peu se ralentir. Donc d'ici là, je vous souhaite de toute façon, si on ne se revoit pas, de bonnes fêtes et une excellente fin d'année. Salut!